Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition de la 6e saison des figures marquantes de notre histoire. Je vous rappelle le thème de cette 6e saison, c'était celui de la liberté. On a consacré nos entretiens à des femmes et à des hommes qui ont défendu ou incarné l'idéal de la liberté dans notre belle et longue histoire. Alors, notre personnage à l'honneur ce soir n'a pas eu à défendre la liberté. Il n'avait rien d'un polémiste, d'un journaliste ou encore d'un philosophe ou encore moins d'un politicien. C'était un aventurier, un commerçant, Pierre Esprit Radisson, qui serait né autour de 1636, on n'en a pas la conviction absolue, mais qui est mort à Londres en 1710. Et entre les deux, il a vraiment fait sa marque en Amérique du Nord. C'est en 1551 qu'on le retrouve ici en Nouvelle-France. Je dis ici en Nouvelle-France, vous voyez, je vis dans le passé. Donc on le retrouve dans la vallée du Saint-Laurent et il vient rejoindre ses deux sœurs aînées qui avaient déjà traversé l'Atlantique. Une année plus tard, il part dans une petite expédition de chasse et il est capturé par des Iroquois qui, à l'époque, multipliaient les attaques contre des Français ou des alliés des Français, Algonquins, Inuits, dans la vallée du Saint-Laurent. Ses camarades, d'ailleurs, sont tués. Lui est capturé. Il est amené dans un petit village iroquois, celui des Agniers. Au départ, il est tenu prisonnier, on l'adopte, il tente de s'échapper, on le retrouve, on le torture, et finalement, une famille bienveillante d'Iroquois va décider de l'adopter, donc va le tirer de ses tortures incessantes, va l'adopter, et pendant 18 mois, il va faire la vie des Iroquois. Il va vivre parmi eux, apprendre leur langue, il va évidemment partager leur mode de vie, il va revêtir leurs habits, tout à fait comme un Iroquois. Et cette expérience d'immersion dans la culture des Iroquois va être absolument déterminante pour la suite. De Radisson, on retient en général trois grands faits, trois grands éléments. Premièrement, son beau et grand voyage, sa grande expédition au lac supérieur de 1659-1660, en compagnie de son beau-frère de 15 ans, son aîné, Médard Chouard Desgroseilliers. Donc, c'est un voyage, ils seraient les premiers Européens à se rendre aussi loin dans l'Ouest. Et c'était un moment critique dans l'histoire de la Nouvelle-France. Il fallait contourner les Iroquois pour se rendre aussi loin. Et il a noué là des relations très importantes et durables avec les peuples de cette région de l'Amérique du Nord. Deuxième élément qu'on retient souvent de la vie de Radisson, ce sont ses expéditions dans la baie d'Hudson. Il a été à l'origine d'un poste à l'embouchure de la rivière Nelson, un poste qui est à l'origine aussi d'une grande compagnie, la Compagnie de la baie d'Hudson. Donc, vous pouvez me dire, c'est quand même curieux, un Français qui va participer ou collaborer à la création d'une compagnie anglaise. Eh bien, c'est justement le troisième élément qu'on retient souvent de la vie de Radisson, ses relations troubles avec l'État français. On a longtemps dit qu'il avait peut-être trahi son pays en allant vers les Anglais après quelques déconvenues. On va tenter de tirer la chose au clair avec notre invité ce soir. Et justement, cet invité, c'est quelqu'un qui connaît la vie de Radisson mieux que le fond de sa poche, je pense. On lui doit une biographie qui fait encore autorité, qui était tirée de sa thèse de doctorat. On lui doit aussi, c'est ce qui a permis de le faire connaître au-delà du milieu des historiens, on lui doit aussi une grande saga romanesque qui porte sur la vie de Radisson, une saga en 4 volumes, et le premier s'était mérité le prix du gouverneur général. Donc, il me fait vraiment plaisir d'accueillir un passionné de Radisson, mais aussi un érudit sur ce personnage, Martin Fournier. Merci beaucoup. Merci de prendre place. Merci de votre présentation. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous parler de Radisson ce soir. Oui, oui, en effet, un personnage qui a aussi passionné quelques-uns de nos invités qu'on a eus à cette série des figures marquantes, dont Serge Bouchard. Serge Bouchard qui s'était passionné pour la vie de Radisson. Vous me disiez, avant d'arriver sur scène, qu'il vous avait invité à son émission de radio pour en parler. Oui. Alors justement, moi, je m'intéresse aussi comment des personnages, parfois, des intérêts de recherche, comment ça entre dans nos vies. Comme je le disais en introduction, une biographie, une saga romanesque sur le personnage. Comment avez-vous croisé Radisson la première fois et pourquoi ce personnage vous a tant porté, fasciné?
J'ai connu Radisson par le biais de ma famille. Donc, mon ancêtre maternel est arrivé en Nouvelle-France en 1648. Il s'est établi à l'île d'Orléans. Et dans ma famille, on parlait beaucoup de la filiation, la chance, jusqu'à moi-même. Et puis, j'étais intéressé, c'est ce qui m'a amené en histoire, en fait, à l'université. J'étais intéressé à comprendre qu'est-ce que mon ancêtre maternel avait vécu, comment est-ce qu'il avait changé sa vie, bouleversé sa vie, comment est-ce qu'il avait contribué à fonder un nouveau pays. Parce qu'en 1648, évidemment, on est dans les tout débuts de la Nouvelle-France. Et donc, je me suis mis à m'intéresser, à documenter, si possible, sa vie. Et là, je tombais sur des écrits missionnaires, je tombais sur des lettres de gouverneurs, donc des gens qui étaient très loin de mon ancêtre maternel, qui avait tout simplement, qui s'était tout simplement établi sur une terre. Alors, je demande à un de mes professeurs, est-ce qu'il existe de la documentation sur cette époque-là qui est différente, où on n'entend pas seulement parler de conversion des sauvages? Alors, il me dit, jette un coup d'œil du côté de Radisson, c'est vraiment différent. Alors, je lis la chose et ça a été comme un coup de foudre. Parce Là, que vous aviez quel âge? J'avais, mon Dieu, moi, j'avais quel âge? Oui, oui. Ah, c'est une bonne question. Bon, parce autour que... de quoi, 20, 25 ans? Non, j'avais autour de 40 ans. Ah, au cours de Ah 40 oui, ans, parce donc que, c'est une parce que vocation tardive. moi, j'ai un parcours assez sinueux. D'accord. Alors, et ça m'a probablement rapproché de Radisson, puisque lui-même a un parcours très sinueux. Et on s'est reconnu un peu, je crois. Il y a eu une connivence très rapide qui s'est instaurée. Donc, j'ai eu vraiment un coup de foudre. J'avais passé plusieurs années sur le marché du travail. J'avais tenté des études en littérature, en cinéma, etc. Donc, ce qui m'a passionné chez lui, c'est sa singularité. Oui. Donc, un témoignage très spontané, très ouvert. Il raconte ses troubles, ses peurs, ce qui le fascine chez les Autochtones, etc. Donc, c'est très, très, très émouvant. Et en même temps, c'est tellement aventureux. Il a vécu tellement de choses dans tellement de milieux que j'ai trouvé ça vraiment passionnant et j'ai commencé à m'intéresser à lui plus sérieusement et j'ai découvert qu'il était peu étudié, qu'il avait été un peu mis de côté. Donc, quand on amorce des études avancées, c'est toujours ce qu'on recherche, un sujet nouveau. Un sujet Alors, nouveau, enfin, il y avait tous les ingrédients qui correspondaient à mon intérêt très fort et rapide. Oui. Et ensuite, la durabilité est venue du fait qu'il a été associé à plusieurs événements historiques dans plusieurs milieux différents. Donc, j'ai étudié la Nouvelle-France, la Nouvelle-Angleterre, l'Angleterre, la France, et toutes ces histoires-là qui s'entremêlent pendant une période d'environ 50 ans. Et vous allez nous permettre de les démêler. On va essayer. On espère bien. Essayer. Alors, vous êtes un personnage qui était peut-être moins étudié quand j'ai commencé à m'y intéresser. Et vous dites même, vous m'envoyez votre note de recherche pour cet entretien, et vous nous dites même dans cette note que vous avez voulu le réhabiliter. C'est le mot que vous utilisez. Alors qu'on pourrait dire, mais en même temps, Radisson, pour notre époque où on cherche la réconciliation, où on valorise beaucoup le métissage culturel, Radisson, c'est le personnage de l'heure, c'est le personnage parfait. Donc, pourquoi le réhabiliter? Expliquez-nous. Bon, alors, je crois que c'est effectivement la bonne période pour le réhabiliter. Il est pertinent par rapport à nos préoccupations actuelles. La raison pour laquelle on l'avait mis de côté, c'est que quand on a commencé à creuser notre propre histoire, au fin 19e siècle, début 20e siècle, il y avait un très fort courant nationaliste à cette époque-là. Donc, on était intéressé aux relations avec la France, on était intéressé à mettre en évidence notre identité française, francophone, et le fait que Radisson a travaillé pour les Anglais et qu'il a contribué à créer une compagnie qui a fini par nuire au développement de la Nouvelle-France. Donc, on l'a vraiment à ce moment-là jugé comme traître, et en plus, il était quelqu'un du peuple. Donc, il n'y avait pas de raison majeure de s'intéresser à lui, fin 19e, début 20e siècle, où on cherche des héros, des gens qui se distinguent dans la société. Donc, il y avait plusieurs raisons qui ont... Des héros nationaux. Nationaux, voilà. Qui ont contribué de façon évidente, comme un Frontenac, comme un Talon. Donc, Radisson ne correspondait pas du tout à ce profil-là. Et
Ce sont les Américains qui se sont intéressés à lui parce qu'il est le premier blanc à fouler le sol du centre des États-Unis, la région du Minnesota. Oui, en effet. Donc, lors de son voyage au lac supérieur en particulier. Donc, c'est du côté des Américains qu'on s'est intéressé à lui et qu'on a trouvé son parcours de vie et son témoignage vraiment intéressant. Et c'est donc par ces ouvrages-là, en particulier d'une historienne, Mme Grace Lee Noot, que j'ai amorcé mes études de Radisson et que j'ai essayé de les pousser plus loin. Exactement, puis on reviendra sur cet imbroglio ou ce rapport complexe avec l'État français. Qu'est-ce qu'on sait? Je crois qu'on ne sait pas grand-chose, mais disposons de la question d'emblée. Mais qu'est-ce qu'on sait de ses origines familiales, éducation, influence? Bon, alors on sait très peu de choses. C'est un Parisien, donc il demeurait en périphérie de la ville de Paris. Donc c'est un urbain. Et son père est décédé lorsqu'il avait environ 5 ans. Donc, c'est un orphelin de père. Et ce qui est vraiment particulier, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est qu'en 1651, il rejoint ses 2 sœurs. Il y a 3 sœurs qui vont toutes vivre en Nouvelle-France, mais il y en a 2 qui sont déjà arrivées de façon certaine. Et il les rejoint à Trois-Rivières en 1651, alors qu'à cette époque-là, il y avait très, très peu d'immigration féminine en Nouvelle-France. Donc, il y a un petit peu un mystère alentour des raisons qui ont amené tous ces gens-là en Nouvelle-France. Mais le père était un commerçant, un modeste commerçant de linge. Donc, une éducation de base et une richesse très modeste. Donc, un milieu modeste. C'est à peu près ce qu'on sait. Mais les raisons précises qui l'ont amené en Nouvelle-France, qui ont amené ces 3 personnes-là en Nouvelle-France si tôt, et la 3e sœur par la suite, c'est assez mystérieux. C'est assez mystérieux. Alors, il arrive, on l'a dit, en 1651. Je pense qu'avant d'aller plus loin dans notre présentation, il faut quand même donner une idée à notre public de cette période extrêmement sombre et noire et critique pour la Nouvelle-France. Peut-être nous la présenter en quelques mots pour qu'on comprenne mieux la suite. Donc, l'histoire de la Nouvelle-France, qu'on appelle la période héroïque, ou qu'on appelait la période héroïque, c'est que ça commence avec un épisode missionnaire. Essentiellement, on a beaucoup parlé des Jésuites, on a beaucoup parlé de l'élan missionnaire qui a amené ces gens-là assez loin sur le terrain, jusque dans les Grands Lacs, le lac Huron. On a été au lac Saint-Jean, on a été dans le bas du fleuve, la Gaspésie. Et donc, l'élément dynamique de la Nouvelle-France au début, c'est des missionnaires associés à des commerçants de fourrure. Mais les commerçants de fourrure sont un peu là pour financer l'élan missionnaire. Et les missionnaires jésuites, qui étaient des soldats de Dieu, ont d'abord cherché à transformer les communautés autochtones. On ne voulait pas convertir 1 ou 2 ou 3 autochtones, on voulait convertir les populations, les peuples. Et les jésuites se sont concentrés sur les Hurons-Wendat qui habitaient le lac Huron, et parce que c'était une communauté sédentaire. Alors, les jésuites ont été s'installer là-bas, et la grande période missionnaire dont tout le monde a parlé ou dont tout le monde a entendu parler s'est déroulée entre 1635 et 1648-49. Et ça a bouleversé cette communauté-là. D'abord par les épidémies, et deuxièmement par la stratégie des Jésuites, qui étaient des gens extrêmement intelligents et futés. Donc, ils allaient là, ils apprenaient la langue, ils apprenaient les mœurs. Ils essayaient de comprendre comment la société fonctionnait. Et lorsqu'ils l'avaient compris, schlac, ils fonçaient dans les points faibles pour essayer de transformer la société en question. Alors, il y a eu des réactions positives. Certains Hurons ont adopté le Dieu chrétien. D'autres se sont rebutés. Ils ont dit, c'est un genre de sorcier maléfique. Regardez qu'est-ce qui arrive à notre communauté. On n'a jamais eu autant de maladies. Exact. Ouais. Et ces gens-là nous obligent à nous convertir plutôt que de nous approvisionner d'abord et d'avoir des relations normales avec nous, nous donner des armes pour nous défendre, etc. Donc, la communauté a été complètement désorganisée, affaiblie, divisée. Et pendant ce temps-là, les Iroquois, eux, avaient un commerce très profitable avec les Hollandais qui s'étaient établis à la ville de New York aujourd'hui, qui était New Amsterdam à l'époque. Et les Iroquois étant une nation belliqueuse, avec un objectif d'hégémonie,
on pourrait élaborer longtemps là-dessus, Ouais, mais ouais. en gros, on peut les qualifier comme ça. Ils avaient des ambitions, là. Oui, ils avaient des ambitions. Alors donc, eux, ils ont profité du fait qu'ils étaient bien armés et ils ont été attaqués, leur ennemi de longue date, des Hurons-Wendat, et ils les ont décimés. Il y a des Hurons qui se sont enfuis, donc la nation s'est dispersée. Et ceux qui étaient contre les Jésuites ont accepté l'offre des Iroquois d'être adoptés par les Iroquois. Donc, en 1648-1649, c'est la disparition de la nation Huron-Wendat, soit parce qu'ils ont été tués, soit parce qu'ils se sont enfuis, soit parce qu'ils sont adoptés chez les Iroquois. Et les Hurons-Wendat étaient les principaux pourvoyeurs de fourrure des Français. Donc, en une année ou deux, les Français perdent leurs alliés, perdent 50 de leur approvisionnement en fourrure, et ils commencent à essuyer des attaques systématiques Oui, parce des qu'une Iroquois. fois que les Iroquois ont vaincu les Hurons, ils se tournent vers la vallée du Saint-Laurent. Se tournent vers non seulement la vallée du Saint-Laurent, mais se tournent partout où les Hurons avaient des alliés autochtones. Exact. Donc, ils s'en vont affronter des Micmacs à l'occasion. Ils s'en vont, ils remontent le Saguenay, ils remontent la rivière Saint-Maurice, ils font la guerre du côté de l'Outaouais, ils vont évidemment dans le lac Huron où étaient les Hurons, et ils vident le lac Huron de tous les alliés des Hurons. Et donc, ces nations-là, qui sont faibles par rapport à la puissance de feu des Iroquois, s'enfuient au loin, et les Français se retrouvent avec des attaques, plus d'alliés pour affronter les Iroquois et plus d'alliés commerciaux pour faire des affaires et financer le développement de la Nouvelle-France. Et c'est à ce moment-là qu'arrive Radisson. Exactement. On peut imaginer que c'était un mauvais timing. Hein. C'est un mauvais timing. Donc, Alors, il arrive à ce moment-là. à un très mauvais moment. Et là, il va s'installer dans le coin de Trois-Rivières. Oui. Alors, racontez-nous ce qui va se passer à Trois-Rivières en 52, l'année qui arrive. Donc, il s'établit à Trois-Rivières où il a donc 2 sœurs. C'est une petite bourgade d'environ 200 personnes. C'est à l'époque la base d'opération des Jésuites. Donc, ils sont très affaiblis. Les Jésuites n'ont plus de dynamisme à cette époque-là. Ils essaient de sauver les meubles. Ils ont essuyé l'échec des martyrs canadiens et une débandade financière. Donc, c'est une communauté qui est refermée sur elle-même, qui se défend et qui se pose des questions. Que va-t-il nous arriver? Et au printemps, le Radisson passe l'hiver là, c'est tranquille. Les Iroquois restent tranquilles chez eux pendant l'hiver. Et au printemps, les gens d'expérience disent à Radisson et à 2 de ses compagnons, il y a environ 15 ans à l'époque, donc une époque où on se sent invincible. Alors, ils lui disent, non, tu ne devrais pas quitter la palissade, c'est dangereux. Les Iroquois vont revenir, ils vont nous attaquer, ils sont féroces, ils sont dangereux, sont rusés. Radisson dit, il n'y a pas de problème avec ça. Il s'en va en voyage, pas en voyage, en excursion de chasse. Ses 2 compagnons prennent peur. Ils disent, non, nous, on retourne. Radisson est plus brave que les autres. Non, moi, je continue. Alors, il continue, il tue des oies. Et finalement, les Iroquois vont, plutôt que de le tuer, ils vont le capturer. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être là l'occasion qu'il faut expliquer que les Iroquois, dans leur tradition guerrière, faisaient plutôt la petite guerre, qui est une guérilla, finalement. Donc, on part en petits groupes, 10, 15, 20 guerriers, et on se déplace beaucoup sur le territoire et on tend des embuscades. Et l'objectif est plus de capturer des prisonniers que de faire des victimes. Pour renflouer sa propre communauté. Oui, exactement. Donc, lorsque on capture des jeunes prisonniers qui semblent avoir l'étoffe d'un bon Iroquois vaillant et endurant, on le ramène à la maison et on se dit on pourrait en faire un Iroquois. Il y a des prisonniers qui vont être mis à mort et il y a des prisonniers qui vont être testés. Donc, on va les torturer. Ceux qui sont mis à mort, souvent, sont torturés et on les achève au bout d'une couple de jours de souffrance. Mais ceux dont on croit pouvoir faire de bons Iroquois, on les torture également. Et au moment entre la vie et la mort, on va les gracier. Alors moi, dans mon doctorat, j'ai étudié l'impact de la torture, les raisons pour lesquelles on torture. Et dans les rapports d'Amnesty International, on précise bien que la torture a pour but de briser les gens. On veut détruire la personne, l'identité. On essaie de saper les bases de la personne. Donc, les Iroquois avaient très bien compris comment transformer un ennemi en ami, c'est-à-dire qu'on le torture, on déstabilise, on désorganise sa personnalité, et après ça, on lui dit, écoute,
tu n'es quand même pas un ennemi tant que ça, puisqu'on te donne la vie. On te fait le cadeau ultime. C'est comme une renaissance. C'est comme une renaissance. Mhm. Et c'est un cadeau inespéré pour quelqu'un qui est au seuil de la mort, de dire, bon, ben là, maintenant, on te reçoit parmi nous et l'accueil est chaleureux, l'accueil est total. C'est-à-dire que bienvenue, viens, mange, marie-toi, fais la fête avec nous, fais la guerre avec nous, etc. Donc, c'est une intégration qui est totale. Et Radisson va bénéficier de ça. Il y a eu, comme tu disais, il y a eu d'abord une première adoption qui s'est faite non pas selon les règles habituelles de la torture et de l'adoption, mais parce qu'il adoptait plein de gens à l'époque avec tous les bouleversements qui se passaient. Donc, on a fait ça vite. Une première fois, ça n'a pas fonctionné. Mais la deuxième fois, on s'y prend de la bonne façon. Et cette fois-là, Radisson va éprouver une reconnaissance énorme à l'égard de ses parents adoptifs. Et il va vouloir qu'ils soient fiers de lui. Il va vouloir leur donner raison. Oui, vous avez eu raison de me laisser la vie et de m'adopter comme votre propre fils. Et je vais vous prouver que vous avez eu raison. Alors, Radisson va commencer comme chasseur, mais ça ne suffit pas. Alors, il va essayer de convaincre son père de le laisser partir à la guerre avec son frère adoptif. Et ce qu'il va faire, donc pendant 6 à 8 mois environ, il va partir en expédition de petite guerre avec 8 ou 9 autres compagnons. Et il va tuer des ennemis, il va manger de la chair humaine pour éviter de mourir de faim. Il va se sauver après des embuscades qui ont mal tourné, courir sans interruption ou presque pendant 2 ou 3 jours pour être sûr de distancer les ennemis qui les pourchassent. Et évidemment, apprendre les mœurs, apprendre la langue, apprendre le savoir-faire iroquois. Donc, il va vraiment approfondir son intégration dans tous les domaines de la communauté iroquoise. Sauf qu'après 18 mois, il s'échappe. Oui, bien là, les Iroquois ont tellement confiance en lui qu'ils disent maintenant... Ils baissent la garde. Oui, maintenant que tu es des nôtres, on va t'amener commercer avec nous chez les Hollandais. Donc, Radisson se rend chez les Iroquois de la ville de Albany aujourd'hui, la capitale de l'État de New York. Et là, il est habillé en Iroquois. C'est un Iroquois avec les peintures de guerre Impossible et tout. à distinguer. Impossible à distinguer. Et là, il va faire la traite avec ses compagnons Iroquois. Et là, il y a un soldat, il y a beaucoup de gens dans ce coin-là. C'est une communauté multiethnique dans la colonie hollandaise. Tous ceux qui veulent faire du commerce sont les bienvenus. Alors, il y a un soldat français qui croit reconnaître en lui un Européen. Et il lui dit « Hey, toi, t'es pas un Iroquois. » Alors, Radisson, au début, non, je suis un Iroquois. Puis là, le soldat insiste. Puis là, finalement, il lui répond en français, oui, effectivement, je suis un Français. Et là, le soldat lui saute dans les bras. Puis là, il y a d'autres gens, d'autres Européens qui sont là, qui lui disent, écoute, ça n'a pas de bon sens que tu retournes chez les Iroquois, tu es en grand danger. Et Radisson va refuser cette offre-là. Il va retourner chez les Iroquois. Et en étant dans sa communauté pendant quelques semaines... Il va cheminer. Il va cheminer, il va se dire, oui, mais c'est vrai que je suis en danger ici, parce que les Iroquois sont encore en guerre contre les Français. Radisson finit par conclure qu'il est mieux de s'évader, et c'est là qu'il va passer par la Nouvelle-Hollande, retourner d'abord en Hollande, ensuite en France, ensuite en Nouvelle-France. Ben, c'est ça, d'ailleurs, moi, la première fois que j'avais lu ça, qu'il s'était échappé, parce qu'il avait tenté une première fois de s'échapper, il avait été ramené et torturé, puis il décrit dans tous les détails les tortures qu'il a subies. Et donc, quand j'ai lu qu'il s'était enfin échappé et qu'il était allé en France, puis qu'il était revenu en Nouvelle-France, je me dis, mais c'est vraiment un masochiste, cet homme-là. Il cherche le trouble, là. J'aurais eu la peur de ma vie de me faire reprendre, capturer à nouveau, parce que là, c'est sûr qu'il serait passé. Avançons un peu dans le temps, puisque... Arrivons à ce fameux voyage de 1659. Hein. C'est vraiment comme ça qu'il est devenu une figure importante, marquante. Cette expédition, il l'a fait avec Médard Chouard Desgroseilliers. Parlez-nous d'un peu de ce personnage et de son importance avant d'aller plus loin. Oui, donc Médard Chouard Desgroseilliers est pas mal plus âgé que, je pense que vous avez dit 15 ans, je pense que c'est plutôt 18 ans. Ah oui? Donc, c'est vraiment un aîné. C'est un modèle, un mentor pour Radisson. Et Médard Chouard Desgroseilliers est une force de la nature. C'est un indestructible. Je pense qu'il était un colosse. C'est difficile, mais c'est clair qu'il était... il est décrit par les Jésuites comme une personne inarrêtable. Donc, il a travaillé pour les Jésuites en Huronie. Il faisait la navette entre
la mission jésuite et la colonie. Il a déjà été soldat en France avant de venir dans la colonie. Et il a fait un voyage périlleux et très fructueux en 1654-1656, où il a accompagné des Autochtones dans une contrée inconnue. Il ne savait pas où il s'en allait. Il a pris le risque avec un autre Français. Et c'était une expédition fructueuse. Il a ramené une grande quantité de fourrure à un moment donc, où la colonie avait désespérément besoin d'un apport de fourrure. Et il a été honoré par le gouverneur de l'époque, le gouverneur Lauzon. Donc, c'est quelqu'un de très important dans la colonie, de bien vu et de très sérieux. Là. Quand on a besoin de quelqu'un pour une mission difficile, Desgroseilliers est une personne fiable. C'est aussi un individualiste remarquable. Donc, c'est ses intérêts d'abord et avant tout. Et en 1659, il veut retourner en voyage de traite. Et il a marié, pendant que Radisson était hors de la colonie, pour ne pas s'éterniser dans les détails. Donc, il a marié la sœur de Radisson. Donc, il est le beau-frère de Radisson. Et Radisson revient d'un voyage où il s'est illustré. Et là, Desgroseilliers se dit, tiens, ce petit jeune-là me ferait un excellent compagnon. En plus, c'est mon beau-frère, on a des liens, et c'est important, les liens familiaux. Et donc, faisons équipe. Et son souhait à lui, à Desgroseilliers, c'est de retourner dans les Grands Lacs, malgré le blocus iroquois. Oui, c'est ça, voilà, c'était vraiment pas une expédition facile. Non, là, il n'y avait pas beaucoup de conditions gagnantes pour réussir cette expédition. Mais c'est très difficile, donc ils attendent une occasion favorable, ils cherchent, et il y a finalement des sauteux, un groupe d'une vingtaine d'Autochtones qui sont aujourd'hui de la nation Ojibwe, qui demeuraient entre le lac supérieur, à la jonction entre le lac supérieur et le lac Huron, qui arrivent à Trois-Rivières pour chercher au moins des marchandises françaises, des marchandises de traite et possiblement des Français. Et parce qu'ils organisent un grand événement, un grand rassemblement, une fête autochtone à l'ouest du lac supérieur. Et Radisson et Desgroseilliers vont saisir cette occasion-là de retourner avec eux dans un endroit où ils savent qu'ils vont trouver des Autochtones, parce que c'est un immense pays inconnu, ils ne savent pas où ils s'en vont. Donc, le seul moyen d'y arriver, c'est de raccompagner des Autochtones. Il y a un nouveau gouverneur. Le nouveau gouverneur a une vision un peu différente de la chose. Il arrive de France. Il n'a pas trop compris qu'est-ce qui se passe en Nouvelle-France. Et Desgroseilliers, Radisson vont lui demander la permission de partir. Il lui dit c'est vraiment important. Le gouverneur dit non, ne partez pas. Les Jésuites s'en occupent. C'est pas de vos affaires. Moi, je veux gérer la traite. C'est moi qui décide. Donc, vous restez ici. Desgroseilliers et Radisson se disent ça n'a aucun bon sens. Il faut y aller. C'est notre chance. C'est la chance de la Nouvelle-France. Donc, ils quittent avec ces sauteux-là. Ils remontent l'Outaouais, affrontent les Iroquois, vainquent les Iroquois et se rendent jusqu'à la pointe ouest du lac supérieur, où ces gens-là se sont réfugiés pour échapper aux offensives iroquoises. Ils sont rendus très loin. C'est presque 2000 kilomètres de Montréal. Donc, en canot d'écorce. Avec, on imagine le nombre de portages entre les rivières pour aller jusque-là. Jusqu'au lac Huron, c'est beaucoup de portages. À partir du lac Huron, on navigue sur les Grands Lacs. Alors là, c'est 60 jours environ de voyage. Et là-bas, il y a beaucoup de communautés autochtones qui ne demeuraient pas dans cette région-là, qui viennent du lac Huron, qui viennent du lac Nipissing, etc. Il y a ceux qui demeurent là aussi, depuis toujours. Alors, il y a un grand nombre de nations, beaucoup de tensions, des réfugiés, des gens qui essayent de s'imposer, des gens qui essayent de défendre leur territoire. Et comme vous le disiez dans votre note, beaucoup de gens qui se méfient des Français, qui voient les Français, enfin, qui n'ont pas une vision super positive des Français, étant donné ce qui s'est passé avec les Hurons-Wendat. Bien, il y a des gens qui en veulent la mort aux Français parce qu'il y a des Hurons dans ce coin-là qui se sont réfugiés dans ce coin-là. Ces gens-là en veulent la mort, à la disparition, parce que les Hurons, c'était la grande nation diplomatique et commerçante. Et il y a aussi des alliés des Hurons qui participaient au commerce des fourrures en tant que partenaires des Hurons, qui n'avaient pas de contact direct ou très peu de contact direct avec des Français,
qui connaissent très bien le rôle négatif que les Français ont joué et qui savent aussi que les Français n'armaient pas les Hurons. Donc, il y a plusieurs raisons de se méfier des Français, sans compter les épidémies. Parce que les épidémies, c'est une énigme pour tout le monde. Personne ne comprend qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, on le sait, on dit qu'il n'y avait pas les anticorps pour combattre les maladies européennes. Mais à l'époque, c'est un grand mystère. Absolument. Donc, il y a quelque chose de dangereux dans la présence d'un Français. Est-ce qu'ils ont des pouvoirs maléfiques? Est-ce qu'ils ont des influences maléfiques, etc.? Donc, il y a ces plusieurs deux raisons. Français débarquent au milieu de ces peuples autochtones, qui ne sont pas nécessairement bien disposés à l'égard des Français. Ils sont seuls. Alors, comment Radisson s'y prend-il pour gagner leur confiance? Il y a deux éléments importants, c'est-à-dire assurer leur sécurité. Oui. Et deuxièmement, gagner en influence dans ces milieux-là. Exact. Parce que tous ces gens-là ont des chefs, ont des sorciers, ont des gens qui ont des connexions avec les esprits, etc. Donc, il y a des gens qui sont là pour prendre des décisions et non pas pour écouter les Français. Oui. Alors, Radisson et Desgroseilliers, en arrivant, les sauteux les laissent sur place. Ils disent, on va aller voir si nos familles sont encore en vie. Parce qu'on est en territoire Sioux, Dakota, et les Sioux ont la réputation d'être de dangereux guerriers. Donc, peut-être qu'ils ont décidé qu'on n'avait pas d'affaires chez eux. Donc, il y a, tout de suite en arrivant, Radisson et Desgroseilliers savent qu'il y a un danger de mort à être dans ce milieu-là. Alors, ils se disent, on va pas faire comme les Jésuites qui disent, on a le Dieu chrétien qui nous protège. On va faire comme les Autochtones. Il y a des esprits autochtones qui nous protègent. C'est ça la clé. Donc, quand les sauteurs reviennent avec des alliés, puis ils disent, OK, tout est correct, les Sioux nous ont acceptés, on peut passer l'hiver ici. Donc, eux, entre-temps, ils ont caché une partie de leur marchandises de traite. Ils amènent 2 canots chargés de marchandises en fer, qui sont extrêmement précieuses dans ce coin-là, très, très rares. Il n'y a pas beaucoup d'objets en fer qui se rendent aussi loin que ça. Et eux en ont 2 canots pleins. Alors, il va y avoir des envieux. Il y a un risque qu'ils se fassent voler ou tuer pour s'emparer de leurs marchandises. Donc, ils ont décidé d'en cacher la moitié et ils prétendent qu'ils ont enseveli la marchandise dans le lac et que l'esprit du lac qui déclenche les tempêtes, les orages, etc., leur a promis qu'ils veillaient sur leurs marchandises et que cet esprit-là, donc, les protège eux aussi et protège leurs marchandises. Et ils disent, on va vous le prouver. Là, ils tirent du fusil, puis ils utilisent des haches, etc. Donc, c'est ils là font que des prodiges. l'expérience d'immersion de Radisson lui profite. Ah, tout à fait. Là, ils connaissent les codes autochtones Voilà, c'est ça. Parfaitement et ils peuvent utiliser les codes autochtones dans les communautés autochtones pour gagner en influence selon les valeurs et les croyances autochtones. Exact. Et bon, on va aller un petit peu plus loin et parce que, bon, ça se passe bien avec les marchandises de fer qui sont, je veux juste expliquer une chose. Entre une hache de pierre et une hache en fer, il y a une grosse différence. Avec une hache de pierre, vous pouvez frapper très fort une branche d'arbre, elle ne se coupera pas d'un seul coup. Avec une hache de fer bien aiguisée, un seul coup de hache et schlac, vous coupez votre branche. Donc, pour les Autochtones, quand ils voient ça, un coup de hache qui coupe une branche en 2, c'est un prodige. C'est quelque chose d'inexplicable. Et Radisson et Desgroseilliers leur disent, selon votre croyance à vous, les Autochtones, qui pensez que le pouvoir dépend toujours d'une association avec un esprit, le pouvoir vient toujours des esprits et non pas d'une personne humaine. Alors, vous voyez, ce pouvoir-là, nous le détenons grâce à nos relations privilégiées avec vos esprits. Donc, n'essayez pas de nous tuer parce que vos esprits vont se venger et profitez que nous ayons cette influence-là ou ces relations privilégiées-là avec vos esprits pour profiter de notre influence parce que nous sommes venus partager avec vous. Vous voyez ces objets-là prodigieux, ben nous sommes venus les échanger avec vous. Alors donc, il y a une communication qui est très favorable au début et la raison pour laquelle Radisson et Desgroseilliers se sont rendus là, étaient déterminés à accompagner les sauteux, c'est que les sauteux ont organisé
une grande réunion internationale. Plusieurs nations autochtones se réunissent pour réorganiser la traite de fourrure. Parce que les Hurons étaient au centre de la traite et là, ils sont disparus. Donc, il faut refaire le réseau, décider qui va avoir des relations avec les Français, qui va avoir quel rôle dans le réseau, etc. Donc, il y a une grande réunion internationale et les Sauteux sont ceux qui organisent la chose. Les Sioux ont accepté que cette réunion se fasse sur leur territoire et que les nations réfugiées qui sont rendues à profiter des ressources de ce territoire-là puissent aussi participer à la fête. Donc, c'est vraiment un grand rassemblement diplomatique. Et Radisson et Desgroseilliers ont décidé de jouer un rôle clé dans cette assemblée-là. Et pour y arriver, ils vont décider de mettre le paquet, c'est-à-dire qu'ils vont, après les discours de bienvenue et les présentations et tout ça, eux autres, avant de prendre la parole, sont les seuls à avoir des armes à feu. Alors, ils déchargent leurs 12 fusils et pistolets dans l'air. Bang, 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 bang. La plupart, 95% des Autochtones qui sont là n'ont jamais vu d'armes à feu. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Et ensuite, ils jettent des poignées de poudre à canon dans le feu. Boum! Grosse explosion, la fumée, les tisons qui revolent partout. Et là, les Autochtones s'enfuient. Radisson et Desgroseilliers courent après eux. Non, 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 n'ayez pas peur. Nous ne sommes pas venus ici pour vous détruire. Nous sommes venus ici pour partager notre pouvoir avec vous. Et ils vont gagner comme ça en influence. Incroyable, hein? Deux personnes au milieu de tous ces peuples qui, avec un peu de poudre, non, mais il fallait y penser. Oui, il fallait avoir l'expérience d'immersion de Radisson. Ils réussissent à gagner leur influence, permettez qu'on abrège un peu. Ils reviennent avec une belle cargaison de fourrure. Quantité record de fourrure. Une quantité record, avec un voyage immense qu'on peut imaginer, avec tous ces portages. Ils reviennent à Québec. Probablement qu'ils pensaient être accueillis comme des enfants prodiges, comme des héros, mais c'est pas ça qui se passe. En deux mots, qu'est-ce qui se passe? Le gouverneur, qui leur avait interdit de partir, dit « Vous n'avez pas respecté mon autorité, c'est moi qui est le chef ici, donc je vous mets à l'amende. » Et il aurait possiblement jeté Desgroseilliers en prison. Ça reste à prouver, mais l'amende, elle est véritable. Donc, Desgroseilliers, qui s'était fait accueillir en héros le voyage précédent, là, se fait bafoué, fait rire de lui, par un gouverneur qui ne laissera pas sa marque en Nouvelle-France. C'est pas un gouverneur qui a été très apprécié. Donc, là, Desgroseilliers repart en France pour aller demander justice au roi, récupérer mon argent là, que je me suis fait voler. Et il va revenir donc avec une partie de son argent. Ça va fonctionner. Et donc, à partir de là, Desgroseilliers va décider qu'il ne partage pas ses connaissances géographiques, ce qu'il avait fait le voyage précédent, et qu'il va essayer de s'organiser tout seul pour aller réaliser le grand projet de vie de Radisson et Desgroseilliers à partir de ce moment-là, parce qu'ils ont rencontré au Lac-Supérieur des cris qui passent l'hiver dans le sud, au Lac-Supérieur, et l'été dans le nord, sur les rives de la baie James. Et les cris, là, qui sont très périphériques dans le réseau autochtone de traite de fourrure, leur ont dit « On aimerait ça que vous veniez directement dans la mer Salée, la mer du Nord, où on a déjà vu des vaisseaux étranges, qui sont des vaisseaux européens, et on aimerait ça que vous veniez faire la traite de fourrure à cet endroit-là. » Et Radisson et Desgroseilliers, qui en ont un peu marre de risquer leur vie entre Montréal et les Grands Lacs, ils ont décidé d'aller faire la traite de fourrure à la baie du Thon, même s'ils ne savent pas comment s'y rendre. Ben voilà, donc là, on arrive à au deuxième grand versant de la carrière de Radisson, où il va faire quoi? Vous nous dites à peu près 4-5 expéditions majeures dans la baie du Thon. Alors, donc, ces expéditions, qui va les commanditer? Qui va les soutenir? Parce que c'est ça l'enjeu de n'importe quel explorateur ou commerçant. Il faut qu'il y ait des assises, il faut qu'il y ait des commanditaires, des gens qui le soutiennent. Alors, qui va le soutenir et comment expliquer qu'il va... on viendra sur l'État français, mais comment expliquer qu'il va finalement compter sur des intérêts anglais? Alors, quand Desgroseilliers est en France pour récupérer ses amendes, il organise une première expédition vers la baie du Thon avec un capitaine français à partir de La Rochelle, probablement un protestant.
Ce projet-là va avorter, va être sapé ou dénoncé ou contrecarré par les Jésuites. Donc, le rendez-vous était à Percé. Donc, le navire ne vient pas à Percé. C'est un Jésuite qui vient avertir Radisson et Desgroseilliers que ça ne fonctionnera pas. Alors, à partir de Percé, Desgroseilliers ne veut rien savoir de retourner en Nouvelle-France. Là, c'est échec sur échec ou frustration sur frustration. Donc, il dit, on va aller ailleurs. Il essaie en Acadie, qui est une toute petite colonie à l'époque. Pas de moyen de financer un gros projet comme ça. Mais en Acadie, qui est des fois sous possession anglaise, des fois sous possession française, les gens sont habitués de faire affaire avec les Bostonnais. Donc, les Acadiens leur disent, allez donc voir du côté de Boston. Il y a des gens qui ont de l'argent et là-bas, il y a des gens très entreprenants. Alors, ils se rendent à Boston, ils trouvent des appuis pour 2 expéditions. Une première expédition qui les amène dans le détroit d'Hudson et une deuxième expédition qui avorte pour des raisons pas claires. Mais pendant qu'ils sont là, il y a une commission d'enquête royale qui vient d'Angleterre, qui vient enquêter sur le respect douteux de l'autorité du roi d'Angleterre dans les colonies américaines. Et par cette commission-là, Radisson et Desgroseilliers vont se faire offrir d'aller en Angleterre et d'obtenir le soutien du roi d'Angleterre pour leur projet. Alors, ils se disent, mon Dieu, c'est une occasion à ne pas manquer. Alors, c'est ce qu'ils font. Ils s'en vont en Angleterre et c'est ce qui arrive. On les présente au roi d'Angleterre et le roi d'Angleterre leur paye une pension et il les met sous la responsabilité du trésorier de la marine royale et du cousin du roi, le prince Rupert, et différentes autres personnes très, très influentes et très riches. Et ce sont ces gens-là qui vont monter des expéditions vers la baie d'Hudson à partir des connaissances que les Anglais ont acquises de la baie d'Hudson, puisque ça s'appelle la baie d'Hudson parce que Lord Hudson y a été en 1612, et ensuite James, un certain James y a été aussi. C'est le même Hudson de la rivière Hudson? Oui, c'est le même Hudson, oui. Alors, donc, il y a 4 Anglais qui ont déjà été, donc il y a des connaissances pour aller à la baie d'Hudson. Et les expéditions, donc, sont montées dans des circonstances très difficiles. Ça va prendre 4 années de frustration encore là, mais avec une persévérance exemplaire de nos 2 Français et le soutien ferme de quelques supporters, quelques partenaires anglais très influents. Ils vont finir par réussir et au retour d'une première cargaison de fourrure en 1669, à partir de la baie James, on va créer la Compagnie de la baie d'Hudson en mai 1670. Est-ce que c'est à cette période, ou un peu plus tard, que Radisson va épouser une Anglaise, qui est d'ailleurs la fille, là, je l'ai découvert en vous lisant, d'un certain Kirk qui avait occupé Québec en 1629-30, mais est-ce que c'est durant cette période-là à peu près qu'il va épouser cette femme? C'est 1672, si je me souviens bien. Et entre 1665 et 1675, Radisson et Desgroseilliers sont en Angleterre, collaborent avec des Anglais. Entre 1668 et 1675, il y a des allers-retours à la baie d'Hudson et on fonde 4 postes de traite dans la baie James et on essaie à 2 reprises de fonder un poste de traite plus au nord sur la baie d'Hudson, à l'embouchure de la rivière Nelson, mais c'est 2 tentatives qui ne fonctionnent pas. Mais Radisson et Desgroseilliers veulent, depuis probablement les rencontres des cris au lac supérieur, veulent fonder ce poste de traite-là parce qu'ils ont eu des renseignements de la part des Autochtones, à savoir que c'était le point de chute d'un grand nombre de rivières et donc d'un bassin hydrographique très, très grand. Donc, ils veulent absolument aller là. Puis probablement qu'on a fondé des postes de traite dans la baie James d'abord parce que ces cris-là connaissaient les Français par des intermédiaires. Donc, ils connaissaient la traite de fourrure, ils connaissaient les Français, et c'était probablement plus sécuritaire de fonder des postes de traite-là d'abord. Mais justement, mais après 1675, il y a une tentative de Radisson de retourner en France. Racontez-nous cet épisode un peu mystérieux. Oui, donc c'est un peu mystérieux parce qu'il y a probablement encore les Jésuites sont partout, un Jésuite qui finalement réussit à partir de Québec et à se rendre à la baie James par le lac Saint-Jean, la Métabetchouane, le lac Mistassini et la rivière Rupert. Donc, il finit par rejoindre Desgroseilliers et il aurait
offert à Desgroseilliers, ou plus qu'offert, il aurait insisté pour que Desgroseilliers et Radisson reviennent en France. Mais pendant ce temps-là, en Angleterre, la Compagnie de la baie du Thon change de direction, de directeur, et celui qui prend la direction de la compagnie est un homme extrêmement influent. C'était le premier fonctionnaire du royaume anglais qui s'est brouillé avec le roi. Et lui, il déteste les Français, il déteste les catholiques. C'est un farouche nationaliste anglais. Et quand Desgroseilliers revient avec un jésuite à bord d'un des bateaux de la compagnie... Il n'aide pas sa cause. Et que le capitaine et l'équipage disent qu'ils ont eu d'excellentes relations pendant tout le trajet de retour. C'est rien pour le rassurer. C'est la rupture. Oui. Et c'était déjà visiblement plus difficile pour Radisson, qui lui était en Angleterre pendant ce temps-là, de rester en bon terme avec la direction de la compagnie. Donc, il y a un incitatif à retourner en France et un répulsif à quitter l'Angleterre. Et donc, en 1575, Radisson et Desgroseilliers reviennent en France. Et comment sont-ils accueillis? Ils ne sont pas bien accueillis. Ils sont accueillis comme des... Mon Dieu, seraient-ils des protestants? Pour nous qui sommes de plus en plus exclusivement catholiques. Oui, parce qu'il y a un raidissement à ce moment-là en France. Je pense que c'est à peu près à cette époque-là que Louis XIV a une nouvelle maîtresse, Mme de Maintenon, qui est beaucoup plus rigoriste au plan religieux. Et donc, il arrive à un moment de raidissement. On est loin d'Henri IV et de son édit de Nantes et de cette espèce de moment d'ouverture. Donc, on se méfie de lui. Oui, on se méfie de lui. Et donc, Radisson, comme toujours, Radisson, sa caractéristique principale, c'est d'arriver quelque part et d'essayer de s'intégrer. Puis pas s'intégrer juste pour le plaisir de s'intégrer, mais s'intégrer pour réussir. Et donc, on voit très bien que Radisson va... participer à une expédition maritime dans les Antilles à ce moment-là et comme sous-officier. Et pour être officier dans la marine française que Colbert monte de toutes pièces en un temps record, et il manque de gens pour prendre des commandements dans les bateaux. Et là, il crée une école pour que des marins ou des gens qui ont un potentiel de devenir de bons marins puissent aussi devenir des nobles. Donc, il faut apprendre à danser, il faut apprendre à versifier, il faut apprendre à causer, etc. Donc, Radisson fait cet effort-là. Il va à l'école et il est sous-officier. Ce n'est pas tout à fait officier, il n'y a pas un commandement, mais on voit très bien que son éducation se développe. Et donc, Radisson fait ce qu'il faut pour trouver sa place en France. Bon, malheureusement, ça ne va pas très bien. Et lui, son objectif étant toujours de fonder le fameux poste de traite à la rivière Nelson, il essaie de vendre cette idée-là en France pendant que Desgroseilliers retournait dans sa famille en Nouvelle-France. Et l'État français utilise Radisson comme espion. Donc, on l'envoie en Angleterre, on va prendre des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe du côté anglais? Il va voir les gens de la baie du Thon, de la compagnie de la baie du Thon. C'est quoi vos projets, etc. Et le gouverneur... honorifique, là, je ne sais pas, c'est Deputy Governor. C'est le frère du roi d'Angleterre, le duc d'York. Et le duc d'York, vu que le roi n'a pas d'héritier, le duc d'York est l'héritier légitime. Et à cette époque-là, 1573, le duc d'York confirme qu'il s'est converti au catholicisme. Les Anglais... Un roi catholique, c'est épouvantable, c'est inconcevable. Donc, il y a ce qu'on appelle l'exclusion crisis. Donc, on essaie de priver le duc d'York de son droit de succession sur le trône. Et donc, pendant ce temps-là, Louis XIV se dit, tiens, l'héritier du trône d'Angleterre qui est catholique, moi qui suis le grand roi chrétien et qui rêve de voir une Angleterre catholique avec un pouvoir absolutiste comme chez nous et non pas cette espèce de parlement qu'ils ont là. Alors donc, Louis XIV veut ménager le plus possible les susceptibilités du duc d'York. Donc, il ne veut pas froisser la compagnie de la baie du Thon. Et donc, là, Radisson fait le va-et-vient. Bon, alors ça marche-tu pas? Puis là, les Français lui disent, ramène donc ta femme. Si tu veux nous prouver que tu es de bonne foi, ramène ta femme. Mais c'est le Kirk, là, en question, là, qui a pris Québec, qui a perdu beaucoup d'argent. C'est pas lui qui a pris Québec, mais c'est la même famille. Et la famille Kirk attend toujours les compensations que l'État français a promis, qui ne viennent pas. Alors là, le Kirk, là, il dit non, j'ai déjà perdu beaucoup d'argent, je ne perdrai pas ma fille. Alors là, il nous reste, le temps file trop vite.
Oui. Donc là, il va retourner en Angleterre Oui. parce que ça ne fonctionne pas, cette tentative enfin, il y a une méfiance persistante de l'État français, de Colbert. Sa femme ne veut pas venir vivre en France. Donc, il retourne en France et son dernier grand fait d'armes, c'est la création de ce poste dans les années 1680. Alors, en 2-3 minutes, là, expliquez-nous comment ça se passe. Alors, il finit par convaincre Colbert de le laisser passer par la Nouvelle-France pour aller tenter de créer le poste de la Rivière-Nelson. Donc, en 1682, Radisson, qui retrouve son compagnon de toujours, Desgroseilliers, se rend bel et bien à la baie d'Hudson, à l'embouchure de la rivière Hayes, qui est juste à côté de la rivière Nelson, pour fonder un poste de traite pour les Français. Et ça fonctionne. Sauf que, quand ils arrivent là, il y a une expédition illicite qui vient de Boston, qui arrive en même temps, et une expédition licite, légale, de la Compagnie de la baie d'Hudson, qui finissent par aboutir là aussi à la rivière Nelson. Donc, ils sont 3 concurrents qui s'affrontent pour savoir qui va prendre le contrôle de la traite de fourrure dans ce coin-là. Et les Canadiens, ceux qu'on appelle les Canadiens, avec Radisson, Desgroseilliers, des gens de la Nouvelle-France, qui parlent le cri, qui connaissent les mœurs autochtones, qui s'habillent comme les Autochtones, qui sont habitués à l'hiver, qui sont habitués à la traite de fourrure, ils ont énormément d'avantages et ils vont réussir assez facilement, à force de ruse et non pas de force, à prendre le contrôle de la rivière, de la traite à la rivière Nelson et à mater les concurrents. Et les crues du printemps vont... il y a un bateau qui fait naufrage au début de l'hiver et il y a, sur 3 bateaux, il y en a 2, un qui est irrécupérable avec les crues du printemps et un qui est réparable et un autre qu'on rafistole, ni plus ni moins, mais qu'on veut pas prendre la mer avec. Donc, pour le départ, le retour vers des cieux plus cléments en Angleterre ou à Boston, ou au Québec. Ça se passe au printemps et c'est Radisson et Desgroseilliers qui ont le contrôle. Ils reviennent à Québec avec le responsable de la Compagnie de la baie d'Hudson et les Bostonnais. Et les autres employés de la Compagnie de la baie d'Hudson, eux, sont envoyés dans les postes de traite de la baie James. Et quand ils arrivent à Percé, qui était supposé être un lieu de transit vers la France pour ne pas payer l'impôt en Nouvelle-France, alors là, il y a des gens qui les attendent. Ils ont dit, oui, votre projet d'expédition illicite dans le but de ne pas payer d'impôt en Nouvelle-France, ça a été éméché. Donc, je regrette, mais vous allez le payer, l'impôt du corps, et vous revenez à Québec plutôt qu'en France. Et à partir de là, donc, Radisson et Desgroseilliers se retrouvent un petit peu dans le trouble parce que l'impôt du corps, le 25 % qu'on veut prélever sur les fourrures, c'était leur salaire. Alors, eux, tous les autres sont payés, on vend les fourrures, tous les investisseurs sont payés, y compris le gouverneur de la colonie, d'ailleurs, qui avait investi dans le projet illicite. Alors, Radisson et Desgroseilliers traversent en France. Colbert est décédé. Il ne peut pas confirmer c'était commandité qu'eux avaient l'État français, son aval. l'imprimature. Donc là, il y a des discussions. Bon, les Français sont plutôt contents qu'ils aient pris le contrôle à la rivière Nelson, mais on ne veut pas froisser encore les Anglais. Donc finalement, on décide de jouer low profile. On attend. On va probablement redonner le poste de traite aux Anglais, mais ce n'est pas décidé. Et on confirme que Radisson et Desgroseilliers ne seront pas payés. Et pendant ce temps-là, les Anglais, du côté de la Compagnie de la baie d'Hudson, les fondateurs de la compagnie sont revenus à la direction et on envoie un espion pour recruter Radisson, pour redonner le poste aux Anglais sans prendre de chance. Et là, Radisson, qui sent l'eau bouillante en France, accepte. Et il retourne en Angleterre pour redonner le poste aux Anglais. En conclusion, il nous reste 1 minute 30. Comment, est-ce que de son vivant, Radisson a été reconnu par ses contemporains comme un grand explorateur? Par ses contemporains? Je pense pas. OK, très bien, je pense pas. Point. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Et deuxièmement, est-ce que ses écrits, parce qu'il a publié 6 relations, nous dites-vous à peu près, 6 relations. Est-ce que ces relations ont été assez bien diffusées, assez lues, ou c'était uniquement réservé à des spécialistes?
Alors, ce ne sont pas des récits publiés. Les 4 premiers récits de voyage qui sont écrits en 1668, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est arrivé. C'est probablement le directeur de l'époque de la compagnie qui les a gardés chez lui comme documents secrets ou informations sensibles. Et les 2 autres récits de voyage sont écrits en 1683 et 1684. Et c'est pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé à la rivière Nelson. Et on sait qu'il y a des copies de ces 2 récits de voyage-là qui ont été offerts au duc d'York. Très bien. On a l'adresse et tout. Et ces récits sont incroyables. Vraiment, en terminant, en concluant, un mot. La grande qualité que vous reconnaissez à Pierre Esprit Radisson. L'adaptation et l'acceptation de la différence. C'est-à-dire aller dans tous les milieux culturels, accepter comment ça fonctionne ici et trouver le moyen de s'adapter. Donc, cette espèce de malléabilité culturelle-là lui a été extrêmement utile et c'est une qualité assez exceptionnelle. Parce que, je veux dire, il est bien chez les gens. Il est bien en France, en Angleterre, chez les Iroquois. Et il trouve le moyen de s'adapter. Et pour lui, c'est une voie vers le succès. Il voit ça comme ça. Merci beaucoup, Martin Fournier. Merci beaucoup pour donc cet entretien. Donc, si vous voulez en connaître davantage sur ce personnage, alors il faut lire la biographie écrite par Martin Fournier. Je crois que ça, c'est la 2e édition, peut-être, oui. Parce qu'il y a une postface où vous oui. expliquez. Donc, Pierre Esprit Radisson, aventurier et commerçant. Et vous avez amené les 4 volumes de votre grande saga romanesque. Je le donne ou... Oui, merci. Donc, en plusieurs volumes, L'Enfer ne brûle pas, Sauver les Français, L'année des surhommes, Le Castor ou La vie. Hein? Mon Dieu, c'est des beaux titres poétiques. Donc, merci beaucoup et à bientôt.